Deux invités, pas de présentateur, juste un principe, ce sont eux qui mènent le débat, exactement comme ils l'entendent. Avec en aparté une question. Qui êtes-vous? Je m'appelle Hervé Thys, je suis physico-chimiste à l'INRA. Alors, mon sujet, c'est une discipline que j'ai créée avec un ami en 1988 qui s'appelle la gastronomie moléculaire, c'est-à-dire pas de la cuisine pour riches, comme on croit souvent avec le mot gastronomie, mais l'étude physico-chimique des transformations culinaires. Deuxième invité, même question. Qui êtes-vous? Je suis Anne Nersessian et je travaille dans une équipe du CNRS qui s'occupe d'iconographie mythologique. Et à deux, nous avons écrit un livre sur la cuisine romaine. Vous avez maintenant 30 minutes rien que pour vous, avec, comme point de repère, une lumière rouge qui s'allumera si on a besoin de vous interrompre. Première partie du débat. Au commencement était le goût. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais on parle de goût en cuisine à partir du moment où il y a une cuisine et non pas simplement une mise en œuvre de techniques élémentaires. Je suis pas sûr d'être d'accord avec vous là. Ben non, parce que le goût, enfin, pardon, il y a plus, le goût c'est plein de choses, hein, mais d'ailleurs il y a une expérience que je vous invite à faire. Avec moi, pensez à du vinaigre et dites le mot vinaigre. Allons-y. Vinaigre. Vinaigre, encore. Vinaigre. 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 Et vous êtes en train de saliver. Ce qui veut dire que le mot... Oui, parce qu'il y a une espèce de réflexe pavlovien qui libère de la salive, et la salive protège contre l'acidité. Du coup, si vous mangez quelque chose d'acide après avoir prononcé le mot vinaigre, vous ne sentirez pas l'acidité de la même façon. Et du coup, le mot déjà, c'est-à-dire la représentation mentale de ce qu'on mange, elle est déjà dans le goût. Et il n'y a pas de cuisine. Non, mais la question, c'est au commencement, il y avait le goût. Au commencement de quoi? Au commencement de quand je commence à manger, au commencement des temps historiques, au commencement des temps préhistoriques. Ah, étant donné que je suis plutôt historienne de la cuisine, je pense, je le verrai dans le temps. Nous avons écrit à deux une histoire de la cuisine romaine antique et en se fondant sur un recueil de 550 recettes d'un certain Apicius. Pour le corpus antique, nous avons un document important. Donc vous faites de la gastronomie historique, oui. Et moi je fais la gastronomie physico-chimique. Physico-chimique. Non. Voilà. Donc, dans l'histoire de notre expérience, nous avons pris ces recettes, nous les avons présentées à un statisticien qui en a fait une base de données et a tamisé le contenu pour, par exemple, dégager les sympathies et les antipathies. Par exemple, le poireau et la coriandre, c'est une alliance qui marche très bien. Ah, ça, j'accorde pas ça. Le qui marche très bien, c'est exactement comme en peinture en disant le rouge et le bleu, ça va bien. Moi, je déteste le rouge et le bleu ensemble. Ça, il y a j'aime ou j'aime pas. Donc là, oui, c'est en dehors du champ. Disons que statistiquement, dans le livre, c'est une alliance. Ils le font. Oui. Quand vous regardez les recettes d'Apicius, vous vous rendez compte que bien souvent, vous avez une bouillie. L'assaisonnement qui l'accompagne nous paraît assez hétéroclite, mais il est extrêmement recherché. Simplement, nous ne recherchons pas les mêmes saveurs. Mais les bouillies étaient assaisonnées de ce qu'on appellerait une vinaigrette aujourd'hui. Dans le fond, c'est étonnant qu'on ait commencé avec les Romains, parce que la cuisine n'a pas commencé avec les Romains. Alors, il y a au Muséum d'histoire naturelle à Brunoy, il y a un gars qui s'appelle Claude Marcel Ladic, oui. qui a passé sa vie en Guyane à regarder les singes manger. Alors, ce qui est très intéressant, il a des travaux immenses, mais en particulier, les singes cherchent des choses sucrées, parce que le sucre, c'est l'énergie. Il faut pouvoir vivre. D'ailleurs, il y a un théoricien de la biologie de l'évolution, Theodosius Dobzhansky, qui dit « Tout ce qui se rapporte à ce qui est vivant doit s'interpréter en termes de biologie de l'évolution ».
Bon. Et donc, l'enfant, ce qui est amusant, c'est une manip une expérimentation un peu nazie. Hein, c'est-à-dire, on a pris des enfants, on leur a mis le jour de leur naissance sur les lèvres du sucré, du salé, du machin. Moi, je crois qu'on n'a pas le droit de faire ça avec des nouveau-nés. Le jour où ils naissent, il faut les laisser tranquilles. Bon. Mais la manip a été faite. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on met du sucré sur les lèvres d'un nouveau-né, il se met à sourire. On le met sur les lèvres d'un singe nouveau-né, il se met à sourire et ça ressemble. On fait ça avec de la mer, et à ce moment-là, tous les deux font une grimace terrible, et avec du salé, de l'acide, ils font des choses. Alors, ce qui est très dommage, c'est que les gens qui ont fait ces expérimentations, et je les condamne encore une fois, n'aient pas utilisé précisément de la réglisse, du bicarbonate, de l'éthanol, des tas de choses qui sont autre chose que ces 4 saveurs qui sont complètement périmées. Il n'y a pas 4 saveurs de base, il n'y a pas 4 saveurs élémentaires, c'est faux. Il n'y a pas de carte de la langue qui reconnaîtrait le sucré à la pointe, le salé, etc. Ça a été réfuté par les physiologistes de la dégustation depuis longtemps. Mais ce qui est essentiel, c'est on aime le sucré. Et alors, une nouveauté encore, c'est qu'il y a une équipe à Dijon qui a montré que sur la langue, il y a des récepteurs du gras, je le dis simplement, mais en chimie, c'est un peu plus compliqué, des acides gras insaturés à longue chaîne, et c'est pas une saveur, c'est-à-dire, on voit qu'on le reconnaît physiologiquement, mais c'est pas du même registre que les autres. Alors là, c'est une découverte toute neuve. Donc, en fait, le monde du goût, on n'en sait rien. Et vous vous intéressez à Rome? Oui, principalement. Et je me suis aussi intéressée aux conserves. Par exemple, la choucroute qui a été faite, mais disons, dans tous les pays du Nord, il y a des conserves de choux hachés ou pas hachés, et qui se font avec adjonction de graines de genièvre. Et c'est une alliance qui est passée dans le répertoire des saveurs. On en trouve d'autres aussi. Du goût. Je crois que ça serait bien que on n'évitera pas des hésitations sur la terminologie, mais je crois que c'est bien de la dire. Quand on mange, on a un goût. On mange une banane, on a un goût de banane. Ce goût, c'est plein de choses à la fois. C'est d'abord de la couleur, parce que déjà, elle nous dit ce que ça peut être. Et alors, du coup, surgissent des possibilités d'illusion visuelle. Par exemple, vous prenez un vin blanc, vous le colorez en rouge avec un colorant qui n'a pas de goût, vous le goûtez, et ça c'est un ami à moi qui s'appelle Gilles Moreau à l'INRA de Montpellier qui a montré que des professionnels le décrivent avec des mots d'objets rouges. Alors, le vin blanc, en général, on dit c'est lilas, tabac, havane, etc. Le vin rouge, on dit c'est fruits rouges, cassis, groseille. Et on prend ce vin blanc qui est coloré. Le colorant n'a pas de goût. On le boit et on dit « Ah, tiens, c'est groseille, cassis ». C'est hallucinant, ce machin-là. Donc, la couleur est importante. L'odeur. Alors, je me suis amusé dans le temps à faire des petits sprays, par exemple, de graisse d'agneau sur du bœuf. Et bien, mes invités avaient le sentiment de manger de l'agneau. Donc, l'odeur est essentielle. Ensuite, on mâche. Donc, il y a la consistance, la température, la saveur. Dans les papilles. Alors, pour ceux qui veulent voir les papilles, on boit un verre de lait et on tire la langue devant une glace. Et à ce moment-là, on voit des petites zones rondes, c'est les papilles. Ces papilles sont faites plein de cellules réceptrices qui détectent les saveurs. Et les saveurs, c'est donc les salés, les sucrés, les acides aminés, les tas de choses. Et puis, alors, les molécules odorantes, les mêmes que celles qui venaient de devant, vont revenir par des fosses qu'on dit rétronasales, remonter dans le nez, et donc on aura une odeur rétronasale. Puis il y a un nerf qui s'appelle le nerf trijumeau qui vient de l'arrière de la tête, là, qui détecte le piquant, le frais, des choses comme ça. Donc il y a le goût perçu et son interprétation intellectuelle, alors tout ça, ça fait le goût. Donc la saveur, c'est pas le goût. Alors il y a le mot arôme qu'il faut bien définir. L'arôme, c'est l'odeur d'une plante aromatique ou d'un aromate. Voilà. Donc il n'y a pas l'arôme de banane, il n'y a pas l'arôme de bœuf. Ça, c'est des bêtises, quoi. Alors moi j'avais une question pour vous, tiens, parce que en ce moment, il y a le mot science qui fait débat. Ça vraiment, c'est un mot terrible. Alors, les scientifiques des sciences dures, donc physique, chimie, etc., l'ont confisqué, en quelque sorte, c'est mon interprétation, l'ont confisqué en disant les sciences, c'est nous. Bon, puis d'un autre côté, il y a les sciences humaines et sociales qui disent mais nous aussi on fait des sciences. Moi ce que je dis, c'est que c'est pas la même méthode. Je crois que c'est pas la même méthode. Ma méthode à moi, c'est je vois un phénomène, tiens, le ciel est bleu. Je dis, tiens, j'ai isolé ce phénomène intellectuellement, je vais l'étudier. Alors pour l'étudier, d'abord je le mesure quantitativement,
C'est la règle absolue. Il ne peut pas y avoir de science dure sans une mesure du phénomène, de caractérisation. Comme ça fait beaucoup de données, je fais des lois synthétiques, P égale mg, U égale RI, qu'on apprend en physique au lycée, par exemple. De ces lois, je tire des explications, on appelle ça une théorie ou un modèle, et ce modèle ou cette théorie, comme ils sont faux a priori, parce qu'un modèle, c'est une représentation réduite de la réalité, je tire les conclusions, je déduis des prévisions expérimentales. À ce moment-là, je fais une expérience, et j'espère que mon expérience va réfuter ma théorie, puisque ma théorie est insuffisante. Et ainsi, je continue ma boucle à l'infini, et voilà la méthode des sciences dures, on va dire. Je ne vois pas tellement que la nôtre soit différente. La cuisine d'Apicius, nous partons de données beaucoup plus fragmentaires que celles de Bocuse. Nous avons eu le secours des textes, nous avons utilisé l'archéologie, nous avons utilisé l'ethnocuisine. Nous essayons de réfléchir, d'utiliser le plus de données possible pour arriver à un résultat aussi précis, aussi excellent que possible, sachant que, grosso modo, en termes de cuisine romaine, nous risquons de ne jamais y parvenir. Votre discipline, comme la mienne, elle est nécessairement pluridisciplinaire, et toutes les disciplines, toutes les recherches originales se font aussi grâce au défroqué de l'une ou de l'autre des disciplines qui élargissent leur champ de vision personnelle et qui servent de passerelle entre les uns et les autres. Je ne suis pas sûr que vous décriviez correctement ma discipline, parce que vous voyez, en ce moment, par exemple, on part d'un phénomène c'est un détail dans l'ensemble du travail du laboratoire, mais c'est un détail amusant. C'est un tout petit travail d'un étudiant tout jeune. Quand vous mangez des abricots, ils sont sucrés. Quand vous faites une tarte aux abricots, ils deviennent acides. Bon, alors, quand vous mesurez le pH, c'est-à-dire l'acidité des abricots, il ne change pas. En revanche, la sensation... Mais la sensation, elle change terriblement. Oui. Donc, le phénomène, il est tout simple. Il a été posé depuis longtemps. Et maintenant, la seule chose que je fasse avec ça, c'est de la résonance magnétique... Enfin, ce qu'on appelle la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire sur le phosphore 31, qui est dans les aliments, il y a des atomes de phosphore. Le phosphore, il y a un isotope qui s'appelle le phosphore 31. Et résonance magnétique nucléaire, c'est la même machine qui fait des IRM dans les hôpitaux. Donc avec ça, je peux mesurer l'acidité à l'intérieur de l'abricot sans avoir à le détruire, parce que quand je le broie, évidemment, je le perturbe. Donc, vous voyez, là, je ne suis pas à la marge du domaine. J'ai pris un phénomène, je fais de la physico-chimie pure dure, rien d'autre. Je suis un imbécile culturel. Mais je fais bien mon métier là. Je ne suis pas à la marge. Donc vous voyez qu'il y a une grande différence entre ce que font les cuisiniers et ce qu'on fait nous au laboratoire. Il y a aussi ce que l'on appelle la cuisine moléculaire. Mais est-ce de la science? Et alors, cuisine moléculaire, c'est quoi? Alors, c'est une mode, une tendance culinaire que j'ai introduite... Enfin, le mot a été introduit en 99, la tendance a été introduite avant, et sa définition, c'est une cuisine qui se fait avec des ustensiles nouveaux, des ingrédients nouveaux et des méthodes nouvelles. Parce que quand même, il y en a marre de se comporter comme des hommes préhistoriques et de cuire comme eux, quoi. Les casseroles, ils les avaient, les fouets, ils les avaient. Donc, il n'est pas décent de prendre une casserole, de la poser sur une plaque à gaz ou électricité, et ainsi de gâcher 80% de l'énergie qu'on consomme. Ça, on ne peut pas. C'est pas possible. Il ne peut pas y avoir des millions de gens, des milliards de gens sur la Terre qui, tous les jours, gâchent pour cuisiner 80% de l'énergie qu'ils utilisent. Là, nous sommes dans la cuisine prospective du siècle prochain, ou de notre siècle déjà. Oui, bien que la cuisine moléculaire peut conduire à des rénovations, mais on peut aussi faire du cassoulet mieux qu'on ne le faisait. Par exemple, vous voyez le braisage, qui est une belle opération culinaire, qui est la grande tradition culinaire française. Ce braisage, dans les livres de cuisine anciens, ils disent toujours « Attention, ce qui gêne, c'est le coup de feu ». Donc là, le braisage, c'est, en gros, je vais le décrire tel que le dit Carême ou Madame Saint-Ange. Donc on prend une braisière, on y met un fond de lard, on y met des oignons, on y met des carottes, on y met une pièce de viande, on recouvre par lard, oignon, carotte, on fait brunir à feu très chaud, four très chaud, un verre d'eau de vie, on ferme et on met
met cendre dessus et dessous, comme il disait. Et ils disent, attention, attention, tout ça c'est merveilleux, mais il y a le coup de feu. Alors le coup de feu, en réalité, c'est quand il y a une ébullition qui apparaît, parce que c'est vrai que quand on est dans le feu, on contrôle rien, quoi. Alors, en cuisine moléculaire, imaginez que vous preniez votre viande, vous la mettez dans un sachet plastique avec vos oignons, vous le mettez dans votre lave-vaisselle. Vous appuyez sur le programme 50 échos en faisant votre vaisselle. La viande, elle va cuire à basse température. Moi, mon programme 50 échos, il cuit à 70 degrés. Vous faites un cycle de lavage, 2 cycles de lavage, 3 cycles de lavage. Votre viande, elle est tendre comme un gigot de 11 heures. Hein, vous voyez, ça se mange à la cuillère. Elle a beaucoup plus de saveur parce que ce qui fait la viande dure, c'est ce qu'on appelle le tissu conjonctif, c'est-à-dire en gros le collagène qui libère la gélatine quand on cuit longtemps. Et la gélatine, c'est comme un fil, mais quand on le cuit longtemps, ça le coupe en petits morceaux. Ces petits morceaux, c'est des acides aminés. Et les acides aminés, ils ont plein de saveurs. Donc en fait, le braisage, c'est une opération absolument géniale, à condition de la faire bien, à condition que la viande soit tendre. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il ne faut pas braiser des viandes qui coûtent cher, il faut prendre du collier, des choses comme ça, des morceaux qui coûtent pas cher. Et puis, cuit longtemps, ça fait l'hydrolyse du collagène, et donc plein de saveurs qui sont des saveurs qui ont comme un très très bon consommé, quoi. Enfin, c'est merveilleux. Vous l'avez dit, vous êtes trahi, c'est les conseils de Madame Saint-Ange qui avait des feux qui marchaient pratiquement à temps plein. On pouvait se permettre de prendre du temps, ça n'influerait en rien sur une dépense ou un gaspillage d'énergie comme ce que l'on voit actuellement, comme ce que l'on pratique aujourd'hui. C'est pour ça que le lave-vaisselle, c'est merveilleux. Une idée extraordinaire. Alors je vous recommande, on quitte la science, parce que un pavé de saumon comme ça au lave-vaisselle, ou un foie gras aux périodes de Noël, c'est éblouissant. Comment l'historien répond à la question « Quelle tendance culinaire pour demain ?» Justement, l'historien vous regarde en disant « ça c'est de la prospective », mais je pense qu'on pourrait quand même dire que les grandes tendances de la cuisine aujourd'hui, c'est-à-dire celles que nous aimons bien, disons le terroir, Vous aimez bien le terroir, vous ? Ça fait partie de ma culture aussi. Ouais. Je vois assez bien une prise de conscience beaucoup plus aiguë des ressources alimentaires qui doivent satisfaire un plus grand nombre de gens. Alors vous allez avoir une anecdote qui va répondre à votre prédiction, en quelque sorte. Dans les années 80, je me battais avec les cuisiniers français pour leur dire utilisez des alginates de sodium, des carragénanes, des agents gélifiants, l'agar-agar, des tas de choses. Et mes copains, à l'époque, me disaient non, moi c'est le pied de veau, hein, c'est avec du pied de veau que j'obtiens des choses qui gélifient, avec laquelle je fais des bavarois, des aspics et autres. La crise de la vache folle est arrivée, et à ce moment-là, ils ont arrêté ça, ils ont arrêté la gélatine, et ils ont versé immédiatement dans l'agar-agar, les alginates et les carragénanes. Et donc je dis, aujourd'hui, ce qui est devant nous, dans le fond, c'est une crise de l'énergie. Oui, donc, sans doute. Crise de l'énergie, ça voudra dire que toutes les méthodes qui ne sont pas rationnelles du point de vue énergétique devront être modifiées en vue de tenir compte de ce genre de choses. Alors, c'est pour ça que j'ai proposé, comme la cuisine moléculaire est à la mode, c'est plus une tendance pour demain, c'est aujourd'hui, quoi. Les enfants apprennent ça dans les écoles, tout va bien. Mais en revanche, demain, moi, je rêve d'une cuisine que j'appelle note à note. Alors, note à note, ça veut dire composé par composé. Alors, je prends un exemple. Quand vous faites du bœuf-carotte, actuellement, vous mélangez du bœuf et des carottes. Bon. Le bœuf, c'est un mélange de composés. Dans le bœuf, il y a des acides aminés, il y a des tas de choses. Les carottes, c'est un autre mélange. Donc, quand vous faites du bœuf-carotte, vous faites comme un mélange de couleurs avec un mélange de couleurs, c'est-à-dire du marron avec du violet. Avec du marron et du violet, vous ne ferez jamais du rouge, du jaune et du bleu, puisque c'est des couleurs élémentaires qu'on ne peut pas faire à partir de mélanges. Je dis qu'en cuisine, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si je prends des molécules, des composés purs, l'eau, l'éthanol, le chlorure de sodium, c'est-à-dire le sel, le saccharose, c'est-à-dire le sucre, mais aussi l'acide tartrique, l'acide glutamique, le tryptophane, qui sont des acides aminés qu'on mange couramment. Hein. Il ne s'agit pas d'empoisonner le peuple, bien évidemment. Hein. Si on mélange ça, on peut construire un aliment qui a une saveur, une odeur, un frais, un piquant, une consistance, une couleur, qui a tout ce qu'on veut, extrêmement précis. Le nombre de combinaisons est bien supérieur à ce qu'on a connu. Et du point de vue social, c'est beaucoup plus rationnel que
que ce qu'on faisait faire aujourd'hui avec du bœuf carotte, quoi. Et alors, le premier plat ainsi construit, j'ai voulu que ça soit Pierre Gagnère qui le fasse, et il l'a fait le 24 avril 2008 à Hong Kong. À Hong Kong, pourquoi? Parce qu'à l'époque, la presse française se déchaînait contre la cuisine moléculaire, enfin une partie de la presse française, hein, les ballonnettes en quelque sorte, et donc on s'est dit, bon, bah, allez, on ira le faire ailleurs, et on l'a montré, ce plat, qui est un plat éblouissant. Et alors, si vous me demandez quel goût il avait, eh ben, je ne pourrais pas vous répondre. Parce que si vous demandez, si un aveugle vous demandait le bleu, c'est comment, vous ne pourriez pas lui répondre. Et en matière gustative, on ne peut pas répondre, il faudra le goûter. Je pense qu'il y aura, en plus de cette... un autre volet de cette rationalisation de l'énergie sera qu'on sera amené à consommer des choses qui sont produites dans nos régions, qui ne nécessiteront pas un transport aussi compliqué, parce que cette noria d'avions de production hors déraisonnable de monoculture de la crevette à Madagascar, où il faudra que ça se transforme. Mais si les échanges cessent, le liant mondial se délite aussi. Donc je crois que nous avons des perspectives intéressantes et des solutions à trouver. D'ailleurs, il faut que j'ajoute que sur la cuisine notanote, l'idée en réalité est une idée sociale. C'est-à-dire, vous avez un agriculteur, s'il produit du raisin, en gros il produit à perte, parce que les grandes surfaces ne le vendent pas assez cher. Et l'autre jour, je faisais mon cours, j'ai acheté 1 kilo de carottes dans un magasin qui était à proximité du labo. Ça coûtait 1,09 € le kilo. Avec ça, un agriculteur, il ne produit pas des carottes. Donc, en réalité, l'idée de la cuisine notanote, la vraie idée, c'est une idée politique. C'est-à-dire, l'agriculteur, s'il produit du raisin, ça ne marche pas. S'il transforme ce raisin en vin, à ce moment-là, ça marche parce qu'il a fait de la valeur ajoutée. Donc ma proposition, c'est de dire aux agriculteurs, si vous voulez vous enrichir de telle façon que, par la bande, vous puissiez vous préoccuper de votre outil de production, qui est important, qui s'appelle le paysage, l'environnement, etc., il faut faire de la valeur ajoutée. Et donc, il y a donc le vin, c'est une transformation. Donc, on peut transformer la carotte, on peut transformer le chou pour faire de la choucroute, on peut transformer le navet pour faire du navet sûr, on peut faire des tas de choses, mais on peut aussi faire des tas de procédés. Et vous voyez, par exemple, dans mon laboratoire, j'ai de la poudre de polyphénol de Syrah. La Syrah est un cépage de raisin. Et donc, par osmose inverse. Osmose inverse, c'est le procédé qui est dans les carafes qui purifie de l'eau sur vos tables. Par osmose inverse, on retire l'eau, et il vous reste une poudre, c'est les polyphénols phétotaux. Cette poudre, c'est comme une épice d'une certaine façon, ça a plein de goût, c'est absolument merveilleux. Et vous mettez un peu d'eau, un peu de poudre, vous avez déjà votre sauce. Elle est tout à fait extraordinaire. C'est pas une sauce au vin, c'est une sauce au polyphénol. Elle est tout à fait extraordinaire parce que les polyphénols de Syrah, c'est pas pareil que ceux de Grenache, c'est pas pareil que ceux, etc. Et l'idée, c'est de dire, si on apprend aux agriculteurs à faire donc du craquage de la carotte, du navet, etc., en vue de faire des fractions qui ont de la valeur ajoutée, il faut simultanément qu'on enseigne aux cuisiniers à utiliser ces fractions. D'où la cuisine notanote. Donc c'est une vraie idée politique, c'est il faut rationaliser la façon dont on travaille, parce que de toute façon c'est déjà fait. Quand on achète de la crème en supermarché, c'est déjà plus de la crème qui venait du lait. Donc soyons pas hypocrites, quoi. Et il y a déjà des sociétés qui vendent des extraits d'abricots, des extraits de pêche, des extraits de tas de sortes de choses. Alors, pour l'instant, j'ai pas été dire on va prendre des composés qui ont été synthétisés pour en faire la cuisine notanote. J'ai dit on va prendre des composés qui viennent de la nature. Mais moi, je ne vois pas de différence entre une molécule d'eau que j'aurais fabriquée en prenant des atomes d'hydrogène et d'oxygène, puis une molécule d'eau qui vient de la pluie. Hein. En général, qui vient de la pluie, elle est même plutôt impure. Donc, alors que celle que j'ai synthétisée, je sais ce qu'il y a dedans. Mais la chimie fait peur. Alors, rassurons le public, il n'y aura jamais de chimie en cuisine. Parce que la chimie est une science, donc elle produit des connaissances. Elle ne produit pas des aliments. Ça sera le cuisinier ou la cuisinière qui sera responsable de ce qu'il donne à manger. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un fantasme qui traîne. Marcelin Berthelot, donc, qui était un chimiste, professeur au Collège de France, ministre de l'Instruction publique, de l'Éducation nationale, etc., avait écrit dans un texte complètement idiot, en 1894, il avait écrit en l'an 2000,
c'était le titre de son discours. Il disait en l'an 2000, il n'y aura plus ni guerre, ni frontières, et la chimie aura tout vaincu, c'est-à-dire qu'elle aura résolu le grand problème de l'humanité, c'est-à-dire l'alimentation. Et il écrit, et en l'an 2000, on aura des tablettes nutritives. Alors, ces tablettes ou ces pilules nutritives sont un fantasme, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas possibles. Alors, je vous fais le calcul facile. Les composés les plus énergétiques qu'on puisse manger sont ceux des graisses. Bon. Si vous comptez l'énergie qu'il faut pour vivre un être humain dans une journée et que vous le faites qu'en graisse, uniquement en graisse, ça vous fait une plaquette de beurre de 300 grammes. Donc déjà, c'est pas une pilule, c'est pas possible. Ni même une petite tablette, c'est une grosse plaquette. Mais quand vous avez vos 300 grammes de graisse, vous mourrez parce qu'il vous manque toutes les protéines. Nous sommes faits de protéines et nous avons besoin de ces protéines. Et donc, en réalité, demain, on mangera à peu près comme aujourd'hui parce que la plaquette nutritive, la pilule, c'est du fantasme absolu. Alors, non, la chimie ne nous fera pas manger des pilules nutritives. C'est déjà fini, merci. La semaine prochaine, on se retrouve avec le même plateau, un nouveau débat et de nouveaux invités.